Depuis 26 heures, À la recherche de la vérité consacre une émission spéciale à une expédition qui tente de localiser l'Atlantide. Ce qui signifie qu'il ne nous reste plus que 46 heures avant notre retour au port. On est en mer, on vient de quitter le port de Limassol. On fait cap vers l'est, le long des côtes sud de Chypre. Il faut compter 11 heures de navigation. Nous nous dirigeons vers un point précis qui se trouve à 60 000 de Chypre et à 40 000 à l'ouest de la Syrie. Avec une vitesse maximale de 9 nœuds, il faut compter 11 heures pour atteindre notre objectif. Une fois arrivés, nous n'aurons plus que 24 heures pour réaliser l'étude scientifique. Tout à coup, un événement intéressant se produit. Pendant que Robert et moi discutons sur le pont, nous recevons une visite inattendue. C'est pas vrai. On se trouve dans une zone militaire sensible. Il y a la Syrie, le Liban, Chypre. Ce sont des eaux internationales. Mais notre bateau est important et on n'en voit pas beaucoup ici. L'expédition a commencé peu après l'invasion du Liban par l'armée israélienne durant l'été 2006. Nous nous trouvons non loin de l'endroit où Israël maintient un blocus militaire et nous attirons l'attention. C'est la marine britannique. C'est sûr que notre position actuelle éveille la curiosité. Il y a des intérêts militaires ici. On dirait qu'on a réussi l'examen de passage. Ah, c'est ça. Après une aimable révérence britannique, l'hélicoptère disparaît et nous poursuivons notre expédition. C'était vraiment cool. Oui. Nous avons un peu de temps devant nous avant d'atteindre le site. J'en profite pour rendre visite au conseiller technique de Robert dans la salle de contrôle. Patrick Lowry est géologue et président d'une société de conseil auprès des industries d'extraction de ressources naturelles. Il passe la majeure partie de son temps à surveiller les mers à la recherche de pétrole. Mais depuis 7 ans, il assiste Robert dans ses recherches. Robert avait un certain nombre de données sur les fonds marins de cette partie de la Méditerranée, mais il fallait traiter. Avec ces données, je n'ai rien vu. Il n'y avait rien qui pouvait suggérer quoi que ce soit. Mais Robert était persuadé qu'il y avait quelque chose qu'on ne peut pas voir du premier coup d'œil. Il s'intéresse à un plateau sous-marin au centre d'une large plaine rectangulaire, qui serait selon lui la plaine de l'Atlantide. Pour lui, ce plateau est le centre de la cité de l'Atlantide, sur lequel l'Acropole et le temple de Poséidon auraient été construits. Pour Patrick, cette partie plus élevée n'avait rien de particulier. Mais un jour, il a eu l'occasion de voir un scanner haute définition du fond marin, réalisé pour un projet français d'exploitation pétrolière. Quand les Français m'ont transmis ces données, j'ai vu pour la première fois que cet endroit avait des caractéristiques uniques et très différentes par rapport au milieu marin. Je suis géologue et mon travail consiste à expliquer les phénomènes naturels. Mais en voyant les caractéristiques de ces arêtes, j'ai été obligé de dire à Robert qu'elles étaient trop régulières pour être naturelles. Et en se basant sur votre expertise, pour vous, il s'agirait d'une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Oui. Même sur cette image qu'on a obtenue à partir de données incomplètes, on peut voir la régularité de cette bande. Robert pense que ces murs sont les vestiges du canal dont parle Platon. On voit que c'est à peu près la même hauteur et la même largeur sur toute la longueur. Et ensuite, il y a une sorte de retour en angle droit. On voit partir ici du contrefort une ligne qui est difficile à expliquer d'un point de vue géologique. Il faut se demander quel est le processus naturel capable de réaliser des formes aussi régulières. Vous n'avez jamais rien vu de semblable? Non, et il n'y a rien de semblable dans les environs. Le plus important maintenant, c'est de recueillir des images qui vont peut-être confirmer la cause géologique. Et dans ce cas, je pense qu'on sera clairement fixé. Dans l'autre cas, nous verrons peut-être que ces arêtes sont composées de blocs de pierre, par exemple. Ce qui voudra dire que des hommes ont construit ces murs. Ça va être C'est ce qu'on va voir. En effet, le suspense sera très important. Ça mérite qu'on aille voir de plus près. Aller voir de plus près, c'est le travail de notre profileur sous-marin. Il sera remorqué à seulement quelques mètres au-dessus de ces mystérieuses arêtes. Le sonar émettra des ondes très puissantes qui pénétreront dans le sol jusqu'à 46 mètres de profondeur.
Via une ligne coaxiale de plusieurs centaines de mètres de long, les signaux reçus seront envoyés dans la salle de contrôle où Patrick analysera les données. Les premières informations seront déterminantes. Les chances de passer au-dessus des murs et d'obtenir des relevés sont minces. Peu avant d'atteindre le site, Robert organise une réunion d'équipe et réexplique le déroulement des opérations. Voilà, on a ici ce qui semble être le plateau de l'acropole. C'est dans cette zone que nous allons faire les principaux relevés. Ce qui nous intéresse avant tout est le mur principal, ici. Le mur secondaire, ce canal et aussi le sommet du plateau. La première étape est de savoir quelles sont les informations à relever par le profileur sous-marin et le sonar à balayage latéral, communément appelé poisson remorqué. On décide d'obtenir une coupe transversale des murs plutôt que d'essayer d'aller se faufiler à l'intérieur. Recueillir les données sera un moment critique et on veut être sûr de ne pas rater notre objectif. Si c'est une structure en dur qui a la forme de 2 murs ou de quelque chose dans ce genre, alors ce sera une preuve. Une preuve. C'est ce que nous attendons tous. Tout le monde est très nerveux et la tension est presque palpable. Chacun espère rentrer avec un résultat décisif. Je suis un optimiste et un rêveur et j'espère que ça va marcher. Mais je veux vraiment être sûr, à cause du travail fourni par l'équipe et l'argent et le temps investi dans cette expédition, qu'on aboutisse à un résultat concluant, que la conclusion penche plutôt du côté de la construction humaine ou non. S'il y a quelque chose de dur là-dessous, on le saura très vite, on le verra. Et si c'est organisé d'une manière ou d'une autre, si ce sont des ruines, ce sera très clair. La réunion se prolonge tard dans la nuit. Mais on ne pourra pas savoir ce qu'il y a là-dessous avant d'avoir mis le profileur sous-marin à l'eau. Nous allons arriver sur le site dans quelques heures. Il ne reste plus à attendre très longtemps. Bonjour. Comme il fait encore nuit, vous ne pouvez pas savoir qu'il est 5h15 du matin et que nous approchons de l'objectif. Les derniers préparatifs sont en cours et avant de mettre le poisson remorqué à la mer, on doit savoir quelle est la profondeur de l'eau. À tribord, l'équipe est en train de faire des mesures grâce à une jauge de profondeur très performante. C'est une sonde à ultrasons très précise. Il faut éviter que le poisson ne heurte le fond. Quand on aura les informations, on fera un passage au-dessus de la zone stratégique. Après les derniers préparatifs, notre poisson remorqué est finalement prêt pour aller sonder le fond marin. On prépare le poisson pour l'immersion. Ça vous fait quoi? C'est super. Ouais? C'est l'heure de vérité. La prochaine fois que vous verrez le poisson, on saura beaucoup de choses sur ce qu'il y a là-dessous. C'est vrai. Bonne chance, Robert. Merci, on va Josh. rester là pour voir le déroulement. D'accord. Maintenant que le poisson remorqué est dans l'eau, il faut adapter la longueur du câble pour faire les premiers relevés. Mais très rapidement, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le ramène? D'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de signal. Kaloum? On a déroulé 1100 mètres de câble et puis plus rien. Il est parti à 1100 mètres et là, sans aucune explication, plus de signal? La seule chose que nous puissions faire est de rembobiner le câble pour voir d'où vient le problème. Notre temps est compté et nous n'avions pas besoin de ça. Pendant les minutes suivantes, l'atmosphère est tendue. On ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Ah, le voilà. Oh, c'est pas très joli à voir. En sortant le câble de l'eau, on n'en croit pas nos yeux. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez déjà vu une chose pareille? Le câble coaxial est complètement emmêlé. Voilà pourquoi nous avons perdu la liaison avec le poisson. Cela ne fait aucun doute.
Les techniciens nous disent qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Et ça risque de ralentir sérieusement l'expédition. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà vu ça? Dans un instant, nous allons tenter de sauver l'expédition. Mais l'heure tourne. Je me trouve dans l'est de la Méditerranée et nous participons à la plus importante entreprise de recherche de l'Atlantide jamais réalisée. On utilise un équipement scanner ultra performant pour étudier une étrange anomalie qui se trouve à 1600 mètres de profondeur. Pour le chef d'expédition Robert Sarmast, il s'agit des vestiges du continent perdu. Mais notre temps est compté. Et juste au moment de commencer, nous serons peut-être forcés d'arrêter l'expédition. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble relié au poisson remorqué, qui est équipé du sonar et du profileur sous-marin, s'est complètement emmêlé. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez déjà vu une chose pareille? Le poisson est dans l'eau, on peut le voir. Il n'est pas très éloigné du bateau, mais on ne peut pas le hisser sur le pont à cause du nœud. Le nœud du câble ne peut pas passer dans la poulie. Il faut détacher le câble et trouver un moyen pour récupérer le poisson. Mais il est rempli d'eau et pèse probablement une demi-tonne. Les techniciens ne se tournent pas les pouces. Tout le monde fait de son mieux pour trouver une solution. Il nous reste moins de 24 heures avant de rentrer au port. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver. Nous n'avons pas encore d'idée précise sur la gravité des dommages. Et il n'y a aucune garantie que nous puissions remettre le poisson dans l'eau. Notre expédition pourrait s'arrêter là. Vous avez le temps de vous faire des pop-corn. On en a pour un moment. Nous sommes peut-être sur le point de prouver l'existence de l'Atlantide telle que Platon l'avait décrite, à condition de pouvoir poursuivre les recherches. Pendant ce temps, j'aimerais vous parler d'une autre théorie. Avant de partir en mer, je suis allé dans le golfe de Corinthe, qui est une étroite portion de mer séparant la Grèce continentale occidentale et le Péloponnèse. Beaucoup de personnes pensent que Platon aurait été témoin d'événements qui se seraient produits dans sa région. Il en aurait été inspiré pour son récit sur l'Atlantide. Cette partie de la Grèce est connue pour ses activités sismiques. Pour comprendre ce qui s'est passé ici, je rencontre le professeur Ioannis Koukouvelas, qui est géologue à l'université de Patras. On se trouve ici sur la côte nord du Péloponnèse. Mais là où il y a le golfe, cette partie-là, elle s'effondre progressivement. La côte nord du Péloponnèse et le côté opposé, eux, s'élèvent. Cette étroite bande de mer au milieu des deux structures terrestres en est le résultat. Est-ce que cette activité aurait pu être suffisamment rapide et violente pour engloutir une ville entière en très peu de temps? Oui, bien sûr. Le processus géologique qui a créé le golfe de Corinthe a commencé il y a près de 2 millions d'années. Ioannis me dit qu'il y a ici en moyenne un tremblement de terre important tous les 125 ans. Est-ce qu'un pareil tremblement de terre aurait pu se produire à l'époque de Platon? L'histoire géologique de cette région est littéralement inscrite dans la roche. Et sur la rive du golfe, Ioannis me montre comment la lire. Nous approchons d'une roche, d'un affleurement qui comporte différents crans, comme on peut le voir. C'est l'érosion qui a fait ce creux? Exactement. Et quand cette partie est montée, ça fait la même chose en bas? Oui. Et encore, et encore, et encore? Et encore là où je suis. Et encore ici, par exemple. Et ici, plus bas. Est-ce que cette élévation pourrait se faire en une seule nuit? Oui, en effet. Si la Terre s'élève comme ça ici, ça veut dire qu'elle s'affaisse d'autant en mer. Oui, c'est bien ça. Et à cause du tremblement de terre, nous verrions les bâtiments s'écrouler. Et en même temps, il y aurait également un tsunami qui s'abattrait sur les habitations et les détruirait. Platon dépeint la destruction de l'Atlantide exactement de cette manière. Oui, oui, c'est vrai. Ioannis m'explique que cette région est criblée de failles qui ont une activité sismique importante.
Il connaît tous les textes qui parlent des activités sismiques depuis l'époque de Platon jusqu'à nos jours. Platon a pu être le témoin direct d'une telle destruction. Il existe une faille qui se trouve au fond de l'eau, dans le Golfe, qui a causé un tremblement de terre en 373 avant Jésus-Christ. En 373 avant Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre? Oui, qui a détruit Éliké, une ville antique. Éliké. Oui, Éliké. Éliké était une ville célèbre et prospère située ici, à 160 km à l'ouest d'Athènes. Lors d'une nuit d'hiver en 373 avant Jésus-Christ, elle a été engloutie par la terre et recouverte par la mer. C'est la description que Platon fait de l'Atlantide. Tous les habitants auraient succombé. En un instant, ce désastre a rayé de la carte une des villes les plus importantes de la Grèce antique, quelques années avant que Platon écrive les dialogues de Timée et de Critias. Est-il possible qu'en écrivant les dialogues sur l'Atlantide, Platon pensait à la tragédie d'Éliké? Pour en savoir plus sur cette hypothèse, je rencontre le professeur Katsonopoulou, qui est la co-directrice du projet Éliké. Ce site date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une telle découverte est extrêmement rare. Dora m'emmène dans ses bureaux dans lesquels les objets trouvés lors des fouilles sont entreposés. Voilà, c'est ici que nous gardons les objets trouvés dans l'excavation. Il y a des poteries et d'autres objets. Éliké a de nombreuses similitudes avec l'Atlantide. Selon les sources de l'époque, Poséidon, le dieu des mers, était l'emblème de la ville. Il figure sur une pièce de monnaie d'Éliké découverte dans les environs. Il est impossible que Platon ait ignoré qu'à seulement 160 km de chez lui, une ville entière avait été anéantie dans une terrible catastrophe. Une ville qui, comme l'Atlantide, était une ardente rivale d'Athènes. Avant tout, Platon vivait quand le tremblement de terre s'est produit en 373 avant Jésus-Christ. Il a écrit les dialogues de Timée et Critias évoquant la catastrophe de l'Atlantide 10 ans après la catastrophe d'Éliké. C'est très rapproché. La disparition d'Éliké était une telle catastrophe qu'on en parlait probablement à Athènes. Platon n'a pas pu écrire sur la destruction d'une ville, qu'elle soit imaginaire ou réelle, sans penser à Éliké. C'est une certitude. Quand Platon a écrit la destruction de l'Atlantide, il avait en mémoire le tremblement de terre qui a eu lieu en 373 avant Jésus-Christ dans cette région et qui a complètement détruit la ville d'Éliké et l'a effacée de la terre. Si Éliké a inspiré l'Atlantide, comme le prétend Dora, je voudrais savoir quelles sont les preuves lui permettant d'affirmer avoir retrouvé la ville engloutie. En effet, la plupart des gens pensent qu'elle se trouve au fond de la mer et la plupart des recherches se concentrent sur le golfe de Corinthe. Dora a relu un texte du géographe grec Strabon. Celui-ci avait consigné le récit de témoins ayant vu le lieu après la catastrophe. Il dit que la ville a été engloutie dans un poros. C'est un mot grec qui est le plus souvent traduit par détroit. C'est la raison pour laquelle tout le monde cherchait Éliké dans le golfe de Corinthe. Sous l'eau. Sous l'eau. Mais Poros ne désigne pas le golfe de Corinthe, parce que les anciens le connaissaient. Ils l'auraient nommé golfe de Corinthe. D'accord. Donc Poros signifie un étroit passage d'eau. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Il pourrait s'agir d'une lagune. C'est mon interprétation. Il pourrait s'agir d'une lagune qui s'est formée à Éliké après le tremblement de terre. Et bien sûr, cette lagune était reliée par un petit détroit à la mer. Dora pense qu'un phénomène géologique a permis la formation d'une lagune ici. Ce qui correspond à la description que fait Platon de l'Atlantide engloutie. On appelle ce phénomène la liquéfaction. La seule fois que cet étrange phénomène a pu être filmé, c'était lors d'un séisme au Japon en 1964.
La pression exercée par l'effondrement des sols fait remonter l'eau sous terre et transforme les sédiments liquéfiés en sable mouvant. Les constructions s'effondrent. À Éliké, une poussée d'eau en provenance du golfe de Corinthe vers la ville qui venait de s'abaisser a fait le reste. La ville est devenue une lagune. Petit à petit, la rivière Selinus, dont le cours se jetait dans la lagune, a rempli la ville noyée de sédiments et l'a transformée en ville enterrée. C'est une réalité. C'est une découverte. Nous l'avons trouvée. Éliké est un cas d'étude extraordinaire pour l'histoire de l'Atlantide, écrite par Platon. C'est la preuve qu'un tremblement de terre et un raz-de-marée peut faire disparaître une ville en quelques heures. Mais pour l'homme qui dirige notre expédition, l'hypothèse que l'Atlantide est un conte allégorique ne tient pas. Dans un instant, retour dans l'est de la Méditerranée, où nous essaierons de faire la vérité sur l'Atlantide. Je me trouve à l'est de la Méditerranée, entre Chypre et la Syrie, pour une émission spéciale d'À la recherche de la vérité. Vous avez déjà recherché une civilisation perdue? Non. Nous sommes à la recherche d'indices prouvant que le continent perdu de l'Atlantide se trouve ici, à 1600 mètres sous l'eau. Nous avons emporté un sonar à balayage latéral et un profileur sous-marin très sophistiqué pour réaliser des images des fonds marins. Nous espérons trouver les restes de constructions humaines. Mais alors que nous venions juste de commencer l'opération, nous sommes tombés sur un os. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble coaxial qui est fixé sur le poisson et qui transmet les informations s'est dangereusement emmêlé. Si nous ne trouvons pas un moyen de résoudre ce problème, l'expédition risque de prendre fin avant même d'avoir commencé. Le plus important est de ramener le poisson remorqué au bord du bateau. On a encore 4 heures. Comme le temps nous est compté, Axel Scholler, l'un des matelots de pont, prend les choses en main. Au sens littéral. Avec ses lunettes de soudure et un équipement de plongée de secours, Axel fixe la corde sur le poisson. Une fois qu'il sera remonté, on sortira le poisson. C'est bon? D'une seule main, je vais hisser le poisson sur le pont. Ce n'est pas possible. Avec l'eau qu'il y a dans la capsule, ça pèse probablement plusieurs centaines de kilos. C'est pourquoi on va utiliser un système de traction. Encore 6 mètres et c'est bon. Tout le monde donne un coup de main et on réussit à hisser le poisson sur le bateau. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre le problème du câble. Les techniciens savent y faire. Ils coupent le nœud du câble coaxial et relient les 2 bouts coupés. Ils sont sûrs de pouvoir faire la réparation, mais cela prend du temps. Ça y est, on est prêt. 4 heures plus tard, le poisson remorqué retourne à l'eau. Bonne chance, les gars. Tout semble normal. Mais nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant que le poisson est dans l'eau, il doit descendre dans les profondeurs et sonder le fond marin. Ce qui prendra encore 3 heures. Il est prévu de faire 4 passages au-dessus du site. Mais compte tenu des délais, nous aurons de la chance si nous parvenons à en faire 3. Lorsque les premières images du fond marin nous parviennent, la tension monte. On est sur la bonne voie. Excellent. Ça marche. Bien. Très bien. Le fond est à 80 mètres. Robert, vous êtes nerveux? Vous êtes à 10-15 minutes du but de toute une vie de travail? Peut-être même de la conclusion? Oh oui. Le fond commence à ressortir. Finalement, nous obtenons les premières informations. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. C'est comme si les calculs s'étaient emmêlés.
Je ne sais pas pourquoi c'est aussi embrouillé. Malheureusement, on voit surtout ce qu'on appelle dans notre jargon du bruit. C'est un problème de résonance. C'est très difficile de faire la part des choses entre réalité et bruit. Selon Patrick, nous voyons surtout le bruit causé par des perturbations. Cela signifie que les informations obtenues lors de notre premier passage ne sont pas fiables. Nous avons perdu 4 heures supplémentaires et n'avons aucun résultat. En approchant de la zone, le bateau a ralenti pour que le transducteur descende parce qu'il était trop haut. Ça a créé des perturbations et le poisson s'est mis à tanguer. Pour mettre tout ça en perspective, il ne faut pas oublier que le poisson est remorqué à 3600 mètres derrière nous. C'est comme si on allait en haut d'un gratte-ciel pour attraper un tout petit objet avec une canne à pêche, pendant que l'immeuble est en train de bouger. C'est pas vraiment facile. Le premier passage n'a visiblement pas été un succès. Je suppose que certains points vont être réajustés et qu'on va faire un deuxième essai. Plus facile à dire qu'à faire. Permission d'entrer? Avant de sonder la zone qui nous intéresse, le bateau doit faire une manœuvre pour se remettre en position. Cette manœuvre prendrait 3 heures, mais nous avons peu de temps. Nous sommes en train de faire cette procédure, la manœuvre de Williamson modifiée. C'est quoi cette manœuvre? La manœuvre de Williamson est utilisée pour repêcher un homme à la mer. Ça consiste à faire un cercle pour revenir exactement au point de départ. Ça ne pose pas de problème avec les 3600 mètres de câble qui sont derrière le bateau? Ça ne risque pas de secouer le poisson? Le câble est bien là, quelque part. Il faut le prendre en compte, n'est-ce pas? En fait, on a modifié la manœuvre de Williamson un tout petit peu pour que le poisson ne soit pas perdu. D'accord. Et quand il aura compris ce qu'on fait, on pourra tracer. Nous allons effectuer un deuxième passage et l'enjeu est de taille. Il ne nous reste plus que 9 heures avant de devoir rentrer au port de Chypre. Il faut que la chance soit de notre côté. Nous y sommes. On est en train de faire la deuxième approche. Et tout se déroule très bien. Patrick et les techniciens ont tout fait pour que les problèmes du premier passage ne se reproduisent pas. Nous sommes confiants et lors de l'approche, tout le monde est sur le qui-vive. C'est passionnant. Cette fois, on devrait y être. Différentes ondes vont être utilisées. On en saura plus sur le type de sédiment et sur ses arêtes. Il est quelque part à ce niveau, juste là. Nous attendons tous avec anxiété ce que nous allons voir. Et puis, Patrick remarque quelque chose d'encourageant sur le flanc, au-dessus des arêtes. Il y a une dépression rectangulaire qui forme une sorte de terrasse. C'est vrai? Ça a la forme d'une place? On dirait même qu'il y a comme des escaliers sur le côté. Écoutez, ne nous emballons pas trop vite. Vous ne voyez personne vous faire un signe? Maintenant, c'est vous qu'il va falloir calmer, Patrick. Non, mais c'est vrai. On n'a pas l'habitude de voir une place au fond de la mer. Oui, mais vous savez, avec le temps, j'ai appris à être extrêmement prudent. Et tout le monde ici vous dira de faire attention parce que parfois on voit des choses très intéressantes vues d'en haut. Mais en faisant les superpositions en 3 dimensions, ça n'a plus du tout le même aspect. Robert essaye de cacher son enthousiasme, mais personne n'est dupe. Il est au-dessus du sommet. On s'approche de la cible. Elle est à plus ou moins 400 mètres. Un édifice se trouve peut-être enfoui sous plusieurs siècles de sédiments. L'anxiété est palpable. Robert a travaillé pendant 15 ans pour voir les images qui sont sur le point de s'afficher sur l'écran. Mais alors, un incident se produit. L'ordinateur s'est éteint, sans raison, au moment le plus important. J'ai l'impression qu'on vous en veut. Qui a coupé le courant? Dans un instant, la course contre la montre continue alors que les ordinateurs redémarrent. On a encore une chance. Nous essayons de sauver l'expédition car nous voulons savoir si, oui ou non, nous avons trouvé la civilisation perdue de l'Atlantide.
Depuis 3 jours, je participe à une expédition qui tente de prouver que la cité légendaire de l'Atlantide a réellement existé. L'Américain Robert Sarmast pense l'avoir localisée. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Nous avons découvert l'île de l'Atlantide et localisé l'endroit où se trouvait la cité. Nous avons quitté la côte sud de Chypre pour atteindre un point qui se trouve à 43 000 des côtes de la Syrie. Nous avons vu un signe encourageant et juste au moment d'atteindre les fameuses arêtes, un incident s'est produit. Les ordinateurs se sont éteints. On retenait tous notre respiration en regardant les images défiler sur l'écran. Quand je ne sais quelle machine s'est arrêtée et puis a redémarré. Question temps, la situation ne pourrait pas être pire. Nous n'avons aucune image acoustique, alors que beaucoup d'argent et d'énergie ont été investis. On doit y retourner et voir si on trouve quelque chose. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'on sache ce qu'il y a sous les sédiments. On a le temps de faire demi-tour et de recommencer. Oui. On refait un passage. Il ne nous reste que quelques heures avant le retour au port. On a assez de temps pour faire un passage. On aura fini à 2h30. On a encore une chance. Robert a l'air détendu. Mais j'imagine ce qu'il est en train de vivre. Le capitaine Bates trace le demi-tour le plus rapide que nous puissions réaliser en toute sécurité. Robert va bientôt connaître l'issue de toutes ces années d'efforts. Il est 2 heures du matin. Tout le monde est épuisé. Mais nous sommes en position, prêts à faire un dernier passage. Le capitaine a fait un demi-tour en seulement 3 heures après la deuxième tentative. Et on est en train de voir ce que nous croyons être le mur, qui est le plus au nord. Cette fois, tout semble se dérouler normalement. Pour la première fois, nous voyons assez distinctement le site. Maintenant, la question est de savoir si les lignes et les points noirs qui s'affichent sur l'écran peuvent nous donner des réponses définitives. Rappelez-vous, il s'agit d'ondes acoustiques qui rebondissent en fonction des types de sédiments. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Patrick est capable de donner du sens à ce que nous voyons. Parce que pour moi, et probablement pour vous aussi, c'est juste une bosse. On ne peut pas dire que ce n'est pas naturel, mais... Peut-être. Il y a un peut-être. Patrick voit quelque chose d'encourageant dans l'image de l'arête. Il remarque que la couche supérieure des sédiments, qui est plus sombre, est continue. Au cœur de cette arête se trouve une saillie dont le motif des couches est différent. On distingue une forme extrêmement nette à l'intérieur de cette arête. Le bord est très net. Oui, extrêmement net. C'est une saillie verticale. S'il s'agit d'une intrusion géologique, elle est très régulière, ce qui m'étonne. Oui. Imaginons qu'on presse un tube de dentifrice, la pâte sortirait par vagues, les couches seraient irrégulières. Oui. Ça ressemble quand même à des laminations, ce qui est assez surprenant. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Patrick pense que cette protubérance dans le sédiment est trop régulière pour être naturelle. Pourrait-il s'agir des restes d'un mur de pierre ou d'un canal construit par l'homme? Cette ligne est très nette. C'est le bord d'une saillie au cœur de l'arête. La différence de sédiments est claire. C'est peut-être un mur ou le résultat d'un phénomène géologique dynamique qui est venu par en dessous et qui a poussé les sédiments vers le haut. On voit clairement que c'est quelque chose de différent. Maintenant, il reste à faire la bonne interprétation. C'est un mur, c'est certain. On voit clairement les différences. On vient d'en faire la preuve. C'est là. Robert est absolument persuadé d'avoir trouvé la preuve. Patrick a besoin d'un peu de temps pour étudier les images avant de prononcer des conclusions définitives. Dans tous les cas, nous avons réussi à rassembler les informations dont nous avions besoin. Malgré un temps limité en mer et de sérieux problèmes de câbles et d'ordinateurs qui ont failli mettre en péril nos recherches, l'expédition est un succès, car nous avons les images des fonds marins.
Alors que nous entamons notre retour au port, Patrick continue l'analyse des images. Dans un instant, nous saurons avec certitude si oui ou non nous avons découvert la cité légendaire de l'Atlantide. Je suis allé des deux côtés de l'Atlantique pour évaluer les différentes théories sur l'Atlantide de Platon et où et quand elle aurait pu voir le jour. L'émission spéciale à la recherche de la vérité est consacrée à une expédition menée par Robert Sarmast, qui pense avoir découvert dans les profondeurs de la Méditerranée la civilisation perdue. Ce qu'on voit là est extrêmement bien défini. L'étude scientifique que nous venons de mener pourrait apporter un début de réponse à une énigme vieille de plus de 2300 ans. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Et l'avons-nous découverte? Il est 8 heures du matin et nous arrivons dans le port de Limassol à Chypre. Patrick Lowry vient nous faire part de ses conclusions que nous attendons avec impatience. Il a comparé les coupes transversales obtenues grâce au profileur sous-marin avec les caractéristiques spécifiques de cette partie du fond marin. Après avoir minutieusement analysé les images, il vient nous communiquer le résultat. L'objectif était de se rendre sur le site pour savoir ce qui se trouvait au cœur des arêtes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pu constater que ces motifs qui suggèrent des sédiments au cœur des arêtes ne sont justement rien d'autre que des sédiments. Il s'agit des mêmes sédiments que partout ailleurs. Ah vraiment? Donc ces crêtes, ou peu importe comment on appelle ces murs, ce sont des sédiments, rien d'autre. Les analyses de Patrick n'ont pas apporté la nouvelle que Robert espérait. Bien au contraire. L'image de l'arête comparée à celle des couches de sédiments plus profondes montre une parfaite similitude. Il s'agit simplement de déplacements sédimentaires, mais nous ne savons pas les expliquer. Au départ, tout était au même niveau. C'était plat. Et à certains endroits, c'est sorti. Et un bloc de sédiments d'une centaine de mètres de large a été poussé vers le haut à travers la roche. Oui. Et c'est ce qui compose le cœur de ces arêtes ou de ces murs. Pour répondre à l'objectif fixé, on peut dire simplement que le milieu des arêtes est l'œuvre de la nature et non pas celle de l'homme. Robert accepte la nouvelle avec philosophie et jure de continuer coûte que coûte. Je suis comme vous. Je veux pouvoir apporter des preuves irréfutables. Mais en aucun cas, cette nouvelle ne remet en cause la théorie comme quoi l'île était ici. Et je continuerai à aller de l'avant. L'expédition n'a pas atteint le résultat qu'il attendait. Mais c'est la science. Elle exprime la vérité, pas les rêves. Elle est aussi le chemin de la connaissance, et je sais que Robert continuera à avancer dans ce sens. Pour moi non plus, le voyage n'est pas complètement fini. Il reste une dernière piste à explorer. Pendant le tournage de l'émission, nos producteurs ont par hasard entendu parler d'une incroyable découverte qui pourrait être une nouvelle piste. C'est la raison pour laquelle je suis retourné en Grèce, dans un petit village dont j'ai promis de taire le nom. J'ai rendez-vous avec le pharmacien du patelin. Il y a 20 ans, lors d'une pêche au harpon, il a découvert de nombreuses tuiles au fond de l'eau. Pour lui, il s'agissait des vestiges d'une ville antique. Pour ne pas risquer d'attirer les pilleurs, il a gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Giannis Raptis. Il me parle de ce jour où, il y a 20 ans, il a vu pour la première fois les ruines. Quand vous cherchez des poissons, vous ne regardez pas autour de vous. Oui, bien sûr, vous cherchez des poissons, rien d'autre. À un moment, un poisson est descendu dans une cavité. Dans une cavité? Oui, je l'ai suivi avec ma lampe et j'ai regardé autour de moi et... Et vous avez vu des tuiles? Oui, j'ai vu des tuiles. Donc il y a 20 ans, vous trouvez des tuiles et vous ne dites rien. Vous n'en parlez à personne. C'est dingue. Je sais. Et personne n'a jamais découvert cet endroit. Il n'y a jamais eu de fouille, à part vous, personne n'a jamais exploré cet endroit. C'est ça. Quand vous faites de la plongée là-bas, vous ressentez quelque chose de spécial? Oui, de très spécial. Ah oui? C'est unique. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ce type de tuiles, dans aucun musée, dans aucune mer dans laquelle j'ai plongé. C'est pourquoi je pense que ces vestiges sont uniques. Je pense qu'il s'agit de l'Atlantide. Vous pensez que c'est l'Atlantide? Oui. La célèbre Atlantide dont parle Platon. Oui. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? D'accord, d'accord. Ne le dites à personne, mais on l'a peut-être trouvé, là. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un canular, mais je suis quand même intrigué. Personne d'autre que Giannis ne connaît l'emplacement du site. Aucun archéologue ne l'a jamais visité. Nous allons être les premiers étrangers à voir ce qui se trouve là-bas. Mais nous avons dû promettre de garder l'endroit secret. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Giannis le lendemain matin. Prêt à plonger? Oui. Ça va être super. L'endroit où nous allons est depuis peu accessible à la plongée de loisirs. Je suis un super-héros. Les pêcheurs du coin ont raconté à Giannis qu'ils l'évitaient parce que leur filet restait souvent coincé dans les rochers. L'un d'eux aurait même affirmé avoir pêché une statue avant de la remettre à l'eau pour ne pas attirer l'attention. Une cité immergée, des tuiles de maison, des statues, ça promet. Dans une mer chaude à 15 mètres de profondeur, on commence à apercevoir les premières tuiles. Gardez les yeux ouverts, regardez, il y en a une ici, il y en a partout. D'après Giannis, il y en a partout éparpillés sur la butte. Comme si un bâtiment s'était écroulé. Vous voyez cette forme? Ça ressemble tout à fait aux tuiles de maison. Une autre tuile pourrait se mettre comme ceci par-dessus, comme pour les toits espagnols. Il y en a encore une ici, et une autre là-bas. Il y en a partout. Giannis m'en montre plusieurs qui sont noires comme celle-ci. Il pense que c'est peut-être à cause d'un incendie. Évidemment, ce que nous voyons ici n'est pas l'œuvre de la nature. C'est une sensation étrange de planer au-dessus de ces ruines. Les formes des rochers sont surprenantes. Elles sont architecturales. Peut-être des marches. Mais je suis incapable de me prononcer. Est-ce qu'il s'agit d'une cité oubliée, disparue? Ou simplement de l'épave d'un navire? Je me demande si ce n'est pas un morceau de gouttière. Peu importe, cet endroit mérite qu'on y fasse de minutieuses fouilles archéologiques. Je ne peux pas contempler ces ruines endormies sans penser aux mots de Platon. En un seul jour et une seule nuit de malheur, toute votre armée fut d'un seul coup engloutie dans la terre. Et l'île Atlantide, de la même manière, disparut dans les profondeurs de la mer. De toutes mes découvertes, cette butte sous-marine jonchée de tuiles de maison est l'une des plus exaltantes. Je n'ai pas trouvé l'Atlantide de Platon. Mais après avoir voyagé des Bahamas à Santorin, du golfe de Corinthe jusque dans l'est de la Méditerranée, je me suis forgé ma propre opinion. Peut-être que l'Atlantide est partout à la fois. De nouvelles théories verront encore le jour, ainsi que de nouvelles découvertes. La mer abrite ses secrets qu'elle livre peu à peu, comme une promesse. C'est pourquoi la quête de l'Atlantide n'aura jamais de cesse. On est en mer, on vient de quitter le port de Limassol. On fait cap vers l'est, le long des côtes sud de Chypre. Il faut compter 11 heures de navigation. Nous nous dirigeons vers un point précis qui se trouve à 60 000 de Chypre et à 40 000 à l'ouest de la Syrie. Avec une vitesse maximale de 9 nœuds, il faut compter 11 heures pour atteindre notre objectif. Une fois arrivés, nous n'aurons plus que 24 heures pour réaliser l'étude scientifique. Tout à coup, un événement intéressant se produit.
Pendant que Robert et moi discutons sur le pont, nous recevons une visite inattendue. C'est pas vrai. On se trouve dans une zone militaire sensible. Il y a la Syrie, le Liban, Chypre. Ce sont des eaux internationales. Mais notre bateau est important et on n'en voit pas beaucoup ici. L'expédition a commencé peu après l'invasion du Liban par l'armée israélienne durant l'été 2006. Nous nous trouvons non loin de l'endroit où Israël maintient un blocus militaire et nous attirons l'attention. C'est la marine britannique. C'est sûr que notre position actuelle éveille la curiosité. Il y a des intérêts militaires ici. On dirait qu'on a réussi l'examen de passage. Ah, c'est ça. Après une aimable révérence britannique, l'hélicoptère disparaît et nous poursuivons notre expédition. C'était vraiment cool. Oui. Nous avons un peu de temps devant nous avant d'atteindre le site. J'en profite pour rendre visite au conseiller technique de Robert dans la salle de contrôle. Patrick Lowry est géologue et président d'une société de conseil auprès des industries d'extraction de ressources naturelles. Il passe la majeure partie de son temps à surveiller les mers à la recherche de pétrole. Mais depuis 7 ans, il assiste Robert dans ses recherches. Robert avait un certain nombre de données sur les fonds marins de cette partie de la Méditerranée, mais il fallait traiter. Avec ces données, je n'ai rien vu. Il n'y avait rien qui pouvait suggérer quoi que ce soit. Mais Robert était persuadé qu'il y avait quelque chose qu'on ne peut pas voir du premier coup d'œil. Il s'intéresse à un plateau sous-marin au centre d'une large plaine rectangulaire, qui serait selon lui la plaine de l'Atlantide. Pour lui, ce plateau est le centre de la cité de l'Atlantide, sur lequel l'Acropole et le temple de Poséidon auraient été construits. Pour Patrick, cette partie plus élevée n'avait rien de particulier. Mais un jour, il a eu l'occasion de voir un scanner haute définition du fond marin, réalisé pour un projet français d'exploitation pétrolière. Quand les Français m'ont transmis ces données, j'ai vu pour la première fois que cet endroit avait des caractéristiques uniques et très différentes par rapport au milieu marin. Nous étions prêts à faire un dernier passage. Le capitaine a fait un demi-tour en seulement 3 heures après la deuxième tentative. Et on est en train de voir ce que nous croyons être le mur, qui est le plus au nord. Cette fois, tout semble se dérouler normalement. Pour la première fois, nous voyons assez distinctement le site. Maintenant, la question est de savoir si les lignes et les points noirs qui s'affichent sur l'écran peuvent nous donner des réponses définitives. Rappelez-vous, il s'agit d'ondes acoustiques qui rebondissent en fonction des types de sédiments. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Patrick est capable de donner du sens à ce que nous voyons. Parce que pour moi, et probablement pour vous aussi, c'est juste une bosse. On ne peut pas dire que ce n'est pas naturel, mais... Peut-être. Il y a un peut-être. Patrick voit quelque chose d'encourageant dans l'image de l'arête. Il remarque que la couche supérieure des sédiments, qui est plus sombre, est continue. Au cœur de cette arête se trouve une saillie dont le motif des couches est différent. On distingue une forme extrêmement nette à l'intérieur de cette arête. Le bord est très net. Oui, extrêmement net. C'est une saillie verticale. S'il s'agit d'une intrusion géologique, elle est très régulière, ce qui m'étonne. Oui. Imaginons qu'on presse un tube de dentifrice, la pâte sortirait par vagues. Les couches seraient irrégulières. Oui. Ça ressemble quand même à des laminations, ce qui est assez surprenant. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Patrick pense que cette protubérance dans le sédiment est trop régulière pour être naturelle. Pourrait-il s'agir des restes d'un mur de pierre ou d'un canal construit par l'homme? Cette ligne est très nette. C'est le bord d'une saillie au cœur de l'arête. La différence de sédiment est claire. C'est peut-être un mur ou le résultat d'un phénomène géologique dynamique qui est venu par en dessous et qui a poussé les sédiments vers le haut. On voit clairement que c'est quelque chose de différent. Maintenant, il reste à faire la bonne interprétation. C'est un mur, c'est certain. On voit clairement les différences. On vient d'en faire la preuve. C'est là.
Robert est absolument persuadé d'avoir trouvé la preuve. Patrick a besoin d'un peu de temps pour étudier les images avant de prononcer des conclusions définitives. Dans tous les cas, nous avons réussi à rassembler les informations dont nous avions besoin. Malgré un temps limité en mer et de sérieux problèmes de câbles et d'ordinateurs qui ont failli mettre en péril nos recherches, l'expédition est un succès, car nous avons les images des fonds marins. Les ordinateurs se sont éteints. On retenait tous notre respiration en regardant les images défiler sur l'écran. Quand je ne sais quelle machine s'est arrêtée et puis a redémarré. Question temps, la situation ne pourrait pas être pire. Nous n'avons aucune image acoustique, alors que beaucoup d'argent et d'énergie ont été investis. On doit y retourner et voir si on trouve quelque chose. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'on sache ce qu'il y a sous les sédiments. On a le temps de faire demi-tour et de recommencer. Oui. On refait un passage. Il ne nous reste que quelques heures avant le retour au port. On a assez de temps pour faire un passage. On aura fini à 2h30. On a encore une chance. Robert a l'air détendu. Mais j'imagine ce qu'il est en train de vivre. Le capitaine Bates trace le demi-tour le plus rapide que nous puissions réaliser en toute sécurité. Robert va bientôt connaître l'issue de toutes ces années d'efforts. Il est 2h du matin. Tout le monde est épuisé. Mais nous sommes en position, prêts à faire un dernier passage. Le capitaine a fait un demi-tour en seulement 3 heures après la deuxième tentative. Et on est en train de voir ce que nous croyons être le mur, qui est le plus au nord. Cette fois, tout semble se dérouler normalement. Pour la première fois, nous voyons assez distinctement le site. Maintenant, la question est de savoir si les lignes et les points noirs qui s'affichent sur l'écran peuvent nous donner des réponses définitives. Rappelez-vous, il s'agit d'ondes acoustiques qui rebondissent en fonction des types de sédiments. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Patrick est capable de donner du sens à ce que nous voyons. Parce que pour moi, et probablement pour vous aussi, c'est juste une bosse. On ne peut pas dire que ce n'est pas naturel, mais... Peut-être. Il y a un peut-être. Patrick voit quelque chose d'encourageant dans l'image de l'arête. Il remarque que la couche supérieure des sédiments, qui est plus sombre, est continue. Au cœur de cette arête se trouve une saillie dont le motif des couches est différent. On distingue une forme extrêmement nette à l'intérieur de cette arête. Le bord est très net. Oui, extrêmement net. C'est une saillie verticale. S'il s'agit d'une intrusion géologique, elle est très régulière, ce qui m'étonne. Oui. Imaginons qu'on presse un tube de dentifrice, la pâte Et envie l'enterrer. C'est une réalité. C'est une découverte. Nous l'avons trouvée. Helike est un cas d'étude extraordinaire pour l'histoire de l'Atlantide, écrite par Platon. C'est la preuve qu'un tremblement de terre et un raz-de-marée peut faire disparaître une ville en quelques heures. Mais pour l'homme qui dirige notre expédition, l'hypothèse que l'Atlantide est un conte allégorique ne tient pas. Dans un instant, retour dans l'est de la Méditerranée, où nous essaierons de faire la vérité sur l'Atlantide. Je me trouve à l'est de la Méditerranée, entre Chypre et la Syrie, pour une émission spéciale d'À la recherche de la vérité. Vous avez déjà recherché une civilisation perdue? Non. Nous sommes à la recherche d'indices prouvant que le continent perdu de l'Atlantide se trouve ici, à 1600 mètres sous l'eau. Nous avons emporté un sonar à balayage latéral et un profileur sous-marin très sophistiqué pour réaliser des images des fonds marins. Nous espérons trouver les restes de constructions humaines. Mais alors que nous venions juste de commencer l'opération, nous sommes tombés sur un os. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble coaxial qui est fixé sur le poisson et qui transmet les informations s'est dangereusement emmêlé. Si
Si nous ne trouvons pas un moyen de résoudre ce problème, l'expédition risque de prendre fin avant même d'avoir commencé. Le plus important est de ramener le poisson remorqué au bord du bateau. On a encore 4 heures. Comme le temps nous est compté, Axel Scholler, l'un des matelots de pont, prend les choses en main. Au sens littéral. Avec ses lunettes de soudure et un équipement de plongée de secours, Axel fixe la corde sur le poisson. Une fois qu'il sera remonté, on sortira le poisson. C'est bon? D'une seule main, je vais hisser le poisson sur le pont. Ce n'est pas possible. Avec l'eau qu'il y a dans la capsule, ça pèse probablement plusieurs centaines de kilos. C'est pourquoi on va utiliser un système de traction. Encore 6 mètres et c'est bon. Tout le monde donne un coup de main et on réussit à hisser le poisson sur le bateau. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre le problème du câble. Les techniciens savent y faire. Ils coupent le nœud du câble coaxial et relient les 2 bouts coupés. Ils sont sûrs de pouvoir faire la réparation, mais de la remettre à l'eau pour ne pas attirer l'attention. Une cité immergée, des tuiles de maison, des statues, ça promet. Dans une mer chaude à 15 mètres de profondeur, on commence à apercevoir les premières tuiles. Gardez les yeux ouverts, regardez, il y en a une ici, il y en a partout. D'après Janice, il y en a partout éparpillés sur la butte. Comme si un bâtiment s'était écroulé. Vous voyez cette forme? Ça ressemble tout à fait aux tuiles de maison. Une autre tuile pourrait se mettre comme ceci par-dessus, comme pour les toits espagnols. Il y en a encore une ici, et une autre là-bas. Il y en a partout. Giannis m'en montre plusieurs qui sont noires comme celle-ci. Il pense que c'est peut-être à cause d'un incendie. Évidemment, ce que nous voyons ici n'est pas l'œuvre de la nature. C'est une sensation étrange de planer au-dessus de ces ruines. Les formes des rochers sont surprenantes. Elles sont architecturales. Peut-être des marches. Mais je suis incapable de me prononcer. Est-ce qu'il s'agit d'une cité oubliée, disparue, ou simplement de l'épave d'un navire? Je me demande si ce n'est pas un morceau de gouttière. Peu importe, cet endroit mérite qu'on y fasse de minutieuses fouilles archéologiques. Je ne peux pas contempler ces ruines endormies sans penser aux mots de Platon. En un seul jour et une seule nuit de malheur, toute votre armée fut d'un seul coup engloutie dans la terre. Et l'île Atlantide, de la même manière, disparut dans les profondeurs de la mer. De toutes mes découvertes, cette butte sous-marine jonchée de tuiles de maison est l'une des plus exaltantes. Je n'ai pas trouvé l'Atlantide de Platon. Mais après avoir voyagé des Bahamas à Santorin, du golfe de Corinthe jusque dans l'est de la Méditerranée, je me suis forgé ma propre opinion. Selon Patrick, nous voyons surtout le bruit causé par des perturbations. Cela signifie que les informations obtenues lors de notre premier passage ne sont pas fiables. Nous avons perdu 4 heures supplémentaires et n'avons aucun résultat. En approchant de la zone, le bateau a ralenti pour que le transducteur descende parce qu'il était trop haut. Ça a créé des perturbations et le poisson s'est mis à tanguer.
Pour mettre tout ça en perspective, il ne faut pas oublier que le poisson est remorqué à 3600 mètres derrière nous. C'est comme si on allait en haut d'un gratte-ciel pour attraper un tout petit objet avec une canne à pêche, pendant que l'immeuble est en train de bouger. C'est pas vraiment facile. Le premier passage n'a visiblement pas été un succès. Je suppose que certains points vont être réajustés et qu'on va faire un deuxième essai. Plus facile à dire qu'à faire. Permission d'entrer? Avant de sonder la zone qui nous intéresse, le bateau doit faire une manœuvre pour se remettre en position. Cette manœuvre prendrait 3 heures, mais nous avons peu de temps. Nous sommes en train de faire cette procédure, la manœuvre de Williamson modifiée. C'est quoi cette manœuvre? La manœuvre de Williamson est utilisée pour repêcher un homme à la mer. Ça consiste à faire un cercle pour revenir exactement au point de départ. Ça ne pose pas de problème avec les 3600 mètres de câble qui sont derrière le bateau? Ça ne risque pas de secouer le poisson? Le câble est bien là, quelque part. Il faut le prendre en compte, n'est-ce pas? En fait, on a modifié la manœuvre de Williamson un tout petit peu pour que le poisson ne soit pas perdu. D'accord. Et quand il aura compris ce qu'on fait, on pourra tracer. Nous allons effectuer un deuxième passage et l'enjeu est de taille. Il ne nous reste plus que 9 heures avant de devoir rentrer au port de Chypre. Il faut que la chance soit de notre côté. Nous y sommes. On est en train de faire la deuxième approche. Et tout se déroule très bien. Patrick et les techniciens ont tout fait pour que les problèmes du premier passage ne se reproduisent pas. Nous sommes confiants et lors de l'approche, tout le monde est sur le qui-vive. C'est passionnant. Cette fois, on devrait y être. Différentes ondes vont être utilisées. On en saura plus sur le type de sédiment et sur ses arêtes. Il est quelque part à ce niveau, juste là. Nous attendons tous avec anxiété ce que nous allons voir. Et puis, Patrick remarque quelque chose d'encourageant sur le flanc, au-dessus des arêtes. Il y a une dépression rectangulaire qui forme une sorte de terrasse. C'est vrai? Ça a la forme d'une place? On dirait même qu'il y a comme des escaliers sur le côté. Écoutez, ne nous emballons pas trop vite. Via une ligne coaxiale de plusieurs centaines de mètres de long, les signaux reçus seront envoyés dans la salle de contrôle où Patrick analysera les données. Les premières informations seront déterminantes. Les chances de passer au-dessus des murs et d'obtenir des relevés sont minces. Peu avant d'atteindre le site, Robert organise une réunion d'équipe et réexplique le déroulement des opérations. Voilà, on a ici ce qui semble être le plateau de l'acropole. C'est dans cette zone que nous allons faire les principaux relevés. Ce qui nous intéresse avant tout est le mur principal, ici. Le mur secondaire, ce canal et aussi le sommet du plateau. La première étape est de savoir quelles sont les informations à relever par le profileur sous-marin et le sonar à balayage latéral, communément appelé poisson remorqué. On décide d'obtenir une coupe transversale des murs plutôt que d'essayer d'aller se faufiler à l'intérieur. Recueillir les données sera un moment critique et on veut être sûr de ne pas rater notre objectif. Si c'est une structure en dur qui a la forme de 2 murs ou de quelque chose dans ce genre, alors ce sera une preuve. Une preuve. C'est ce que nous attendons tous. Tout le monde est très nerveux et la tension est presque palpable. Chacun espère rentrer avec un résultat décisif. Je suis un optimiste et un rêveur et j'espère que ça va marcher. Mais je veux vraiment être sûr, à cause du travail fourni par l'équipe et l'argent et le temps investi dans cette expédition, qu'on aboutisse à un résultat concluant, que la conclusion penche plutôt du côté de la construction humaine ou non. S'il y a quelque chose de dur là-dessous, on le saura très vite, on le verra. Et si c'est organisé d'une manière ou d'une autre, si ce sont des ruines, ce sera très clair. La réunion se prolonge tard dans la nuit. Mais on ne pourra pas savoir ce qu'il y a là-dessous avant d'avoir mis le profileur sous-marin à l'eau. Nous allons arriver sur le site dans quelques heures. Il ne reste plus à attendre très longtemps. Bonjour.
Comme il fait encore nuit, vous ne pouvez pas savoir qu'il est 5h15 du matin et que nous approchons de l'objectif. Les derniers préparatifs sont en cours et avant de mettre le poisson remorqué à la mer, on doit savoir quelle est la profondeur de l'eau. À tribord, l'équipe est en train de faire des mesures grâce à une jauge de profondeur très performante. C'est une sonde à ultrasons très précise. Il faut éviter que le poisson ne heurte le fond. Quand on aura les informations, on fera un passage au-dessus de la zone stratégique. Après les derniers préparatifs, notre poisson remorqué est finalement prêt pour aller sonder le fond marin. On prépare le poisson pour l'immersion De Corinthe. sous l'eau. Sous l'eau. Mais Poros ne désigne pas le golfe de Corinthe parce que les anciens le connaissaient. Ils l'auraient nommé golfe de Corinthe. D'accord. Donc Poros signifie un étroit passage d'eau. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Il pourrait s'agir d'une lagune. C'est mon interprétation. Il pourrait s'agir d'une lagune qui s'est formée à Liké après le tremblement de terre. Et bien sûr, cette lagune était reliée par un petit détroit à la mer. Dora pense qu'un phénomène géologique a permis la formation d'une lagune ici. Ce qui correspond à la description que fait Platon de l'Atlantide engloutie. On appelle ce phénomène la liquéfaction. La seule fois que cet étrange phénomène a pu être filmé, c'était lors d'un séisme au Japon en 1964. La pression exercée par l'effondrement des sols fait remonter l'eau sous terre et transforme les sédiments liquéfiés en sable mouvant. Les constructions s'effondrent. À Éliké, une poussée d'eau en provenance du golfe de Corinthe vers la ville qui venait de s'abaisser a fait le reste. La ville est devenue une lagune. Petit à petit, la rivière Selinus, dont le cours se jetait dans la lagune, a rempli la ville noyée de sédiments et l'a transformée en ville enterrée. C'est une réalité. C'est une découverte. Nous l'avons trouvée. Éliké est un cas d'étude extraordinaire pour l'histoire de l'Atlantide, écrite par Platon. C'est la preuve qu'un tremblement de terre et un raz-de-marée peut faire disparaître une ville en quelques heures. Mais pour l'homme qui dirige notre expédition, l'hypothèse que l'Atlantide est un conte allégorique ne tient pas. Dans un instant, retour dans l'est de la Méditerranée, où nous essaierons de faire la vérité sur l'Atlantide. Je me trouve à l'est de la Méditerranée, entre Chypre et la Syrie, pour une émission spéciale d'À la recherche de la vérité. Vous avez déjà recherché une civilisation perdue? Non. Nous sommes à la recherche d'indices prouvant que le continent perdu de l'Atlantide se trouve ici, à 1600 mètres sous l'eau. Nous avons emporté un sonar à balayage latéral et un profileur sous-marin très sophistiqué pour réaliser des images des fonds marins. Nous espérons trouver les restes de constructions humaines. Mais alors que nous venions juste de commencer l'opération, nous sommes tombés sur un os. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble coaxial qui est fixé sur le poisson et qui transmet les informations s'est dangereusement emmêlé. Il s'agit simplement de déplacements sédimentaires, mais nous ne savons pas les expliquer. Au départ, tout était au même niveau. C'était plat. Et à certains endroits, c'est sorti. Et un bloc de sédiments d'une centaine de mètres de large a été poussé vers le haut à travers la roche. Oui. Et c'est ce qui compose le cœur de ces arêtes ou de ces murs. Pour répondre à l'objectif fixé, on peut dire simplement que le milieu des arêtes est l'œuvre de la nature et non pas celle de l'homme. Robert accepte la nouvelle avec philosophie et jure de continuer coûte que coûte. Je suis comme vous. Je veux pouvoir apporter des preuves irréfutables. Mais en aucun cas, cette nouvelle ne remet en cause la théorie comme quoi l'île était ici. Et je continuerai à aller de l'avant. L'expédition n'a pas atteint le résultat qu'il attendait. Mais c'est la science. Elle exprime la vérité, pas les rêves. Elle est aussi le chemin de la connaissance, et je sais que Robert continuera à avancer dans ce sens. Pour moi non plus, le voyage n'est pas complètement fini. Il reste une dernière piste à explorer. Pendant le tournage de l'émission, nos producteurs ont par hasard entendu parler d'une incroyable découverte qui pourrait être une nouvelle piste.
C'est la raison pour laquelle je suis retourné en Grèce, dans un petit village dont j'ai promis de taire le nom. J'ai rendez-vous avec le pharmacien du patelin. Il y a 20 ans, lors d'une pêche au harpon, il a découvert de nombreuses tuiles au fond de l'eau. Pour lui, il s'agissait des vestiges d'une ville antique. Pour ne pas risquer d'attirer les pilleurs, il a gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Giannis Raptis. Il me parle de ce jour où, il y a 20 ans, il a vu pour la première fois les ruines. Quand vous cherchez des poissons, vous ne regardez pas autour de vous. Oui, bien sûr, vous cherchez des poissons, rien d'autre. À un moment, un poisson est descendu dans une cavité. Dans une cavité. Oui, je l'ai suivi avec ma lampe et j'ai regardé autour de moi et... Et vous avez vu des tuiles. Oui, j'ai vu des tuiles. Donc il y a 20 ans, vous trouvez des tuiles et vous ne dites rien. Vous n'en parlez à personne. C'est dingue. Je sais. Et personne n'a jamais découvert cet endroit. Il n'y a jamais eu de fouille, à part vous, personne n'a jamais exploré cet endroit. C'est ça. Quand vous faites de la plongée là-bas, vous ressentez quelque chose de spécial? Oui, de très spécial. Ah oui? C'est unique. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ce type de tuile, dans aucun musée, dans aucune mer dans laquelle j'ai plongé. C'est pourquoi je pense que ces vestiges sont uniques. Je pense qu'il s'agit de l'Atlantide. Vous pensez que c'est l'Atlantide? Oui. La célèbre? D'une seule main, je vais hisser le poisson sur le pont. Ce n'est pas possible. Avec l'eau qu'il y a dans la capsule, ça pèse probablement plusieurs centaines de kilos. C'est pourquoi on va utiliser un système de traction. Encore 6 mètres et c'est bon. Tout le monde donne un coup de main et on réussit à hisser le poisson sur le bateau. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre le problème du câble. Les techniciens savent y faire. Ils coupent le nœud du câble coaxial et relient les deux bouts coupés. Ils sont sûrs de pouvoir faire la réparation, mais cela prend du temps. Ça y est, on est prêt. 4 heures plus tard, le poisson remorqué retourne à l'eau. Bonne chance, les gars. Tout semble normal. Mais nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant que le poisson est dans l'eau, il doit descendre dans les profondeurs et sonder le fond marin. Ce qui prendra encore 3 heures. Il est prévu de faire 4 passages au-dessus du site. Mais compte tenu des délais, nous aurons de la chance si nous parvenons à en faire 3. Lorsque les premières images du fond marin nous parviennent, la tension monte. On est sur la bonne voie. Excellent. Ça marche. Bien. Très bien. Le fond est à 80 mètres. Robert, vous êtes nerveux? Vous êtes à 10-15 minutes du but de toute une vie de travail? Peut-être même de la conclusion. Oh oui. Le fond commence à ressortir. Finalement, nous obtenons les premières informations. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. C'est comme si les calculs s'étaient emmêlés. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi embrouillé. Malheureusement, on voit surtout ce qu'on appelle dans notre jargon du bruit. C'est un problème de résonance. C'est très difficile de faire la part des choses entre réalité et bruit. Selon Patrick, nous voyons surtout le bruit causé par des perturbations. Cela signifie que les informations obtenues lors de notre premier passage ne sont pas fiables. Nous avons perdu 4 heures supplémentaires et n'avons aucun résultat. En approchant de la zone, le bateau a ralenti